écoutez le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps. Alors, nous voici maintenant à notre dernier panel de cette première journée du colloque Jean-Marie Fecteau. Et nous avons comme président donc M. Richard Pollard qui va nous introduire aux deux présentations. Et M. Pollard est professeur au département d'histoire et il est spécialiste de l'époque médiévale. Alors, M. Pollard, je vous laisse la parole. Merci. C'est vraiment un plaisir d'avoir été invité ici, de présider. J'avoue que je ne suis pas au niveau historique, je ne suis pas un très bon président. Mais comme le président américain nous le montre, on n'a pas besoin d'être bon pour avoir la position. Nous avons deux présentations ici qui promettent d'être très intéressants. Un qui sera donné par Gabrielle Belleroise-Blais, qui est un diplômé de la maîtrise en histoire de l'Université de Montréal, qui va nous parler de Roger Bacon, si vous me permettez de prononcer son nom en français. Et puis également une présentation de Sarah Martineau, candidat à la maîtrise dans l'histoire de l'art à l'Université de Laval. Ce sont deux présentations qui sont très écartées quant au sujet et à l'époque qui sont concernées. Le premier concerne le XIIIe siècle, le deuxième que j'ai mentionné, le XVIIIe et le XIXe siècle. Mais ce que je vois, c'est vraiment ensemble, sont deux présentations qui concernent la réception, une question qui m'intéresse beaucoup. Nous avons dans la présentation sur Roger Bacon vraiment nous allons voir une discussion de la réception d'Aristote au Moyen Âge et comment c'était une question très controversée, très chargée. Et en même temps, dans la présentation de Mme Martineau, nous allons voir la question de la réception des traditions médiévales durant l'époque moderne, les traditions d'art médiéval à l'époque moderne, qui est une question très intéressante, très courant pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais inviter, je ne sais pas qui devrait commencer, si on devrait aller en ordre chronologique, si vous songez, si vous avez vraiment votre cœur sur une position ou l'autre. Je peux commencer. OK, si ça vous convient, je vais inviter M. Bellerose-Blais de commencer puisque ça nous amène dans un ordre chronologique qui est très ennuyant, mais quand même ça contient une certaine logique. Alors, M. Bellerose-Blais va nous présenter une communication qui est intitulée « Entre savoir profane et révélation, la pratique exégétique de Roger Bacon ». Oui, merci. Merci de m'accueillir ici. Ma présentation débute chronologiquement notre panel, mais elle termine chronologiquement mon mémoire de maîtrise. C'est un extrait du dernier chapitre de mon mémoire. C'est un peu la fin de mon itinéraire historique et aussi le dernier événement de pensée sur lequel je me suis penché. Mon mémoire s'intitulait « Entre savoir profane et révélation, la pratique exégétique à l'Université d'Oxford entre 1229 et 1267 ». L'exégèse étant l'interprétation de la Bible. Puis je m'intéressais comment certains penseurs à Oxford d'abord, puis ensuite à Paris avec Roger Bacon, se sont servis de l'interprétation biblique, de l'exégèse,
pour réintégrer certains savoirs antiques, certains savoirs aristotéliciens, particulièrement au sujet de la philosophie naturelle. J'utilise ici pour ma présentation le mot philosophie comme équivalent de savoir profane ou de science. Ce que je veux dire, c'est l'ensemble des savoirs dont l'origine nous semble être plutôt la raison humaine par opposition à la révélation divine, même si je vais montrer que pour Roger Bacon, la distinction est beaucoup plus faible que cette distinction-là pour nous. Au 12e et au 13e siècle, de nombreux textes issus des traditions philosophiques grecques et arabes sont traduits en latin. Au même moment, les premières universités européennes deviennent des centres d'études philosophiques et théologiques. Or, en 1210 et en 1215, la prestigieuse université parisienne interdit l'enseignement des libri naturales, c'est-à-dire les livres d'Aristote au sujet de la philosophie de la nature. Ces interdits semblent dus à une opposition entre les maîtres en art, les professeurs de philosophie, et les théologiens qui considéraient peut-être ces nouveaux textes comme un danger. En 1231, la bulle Parens Scientiarum semble permettre l'étude des libri naturales, mais en la réservant uniquement aux maîtres en art. En 1255, l'ensemble du corpus aristotélicien devient obligatoire pour tous les étudiants parisiens et la faculté des arts devient une propédeutique aux études en théologie et aux études universitaires en général. Roger Bacon est un philosophe qui semble avoir étudié dans le milieu plus libre de l'université d'Oxford avant de devenir maître en art à Paris dans les années 1240. L'université anglaise ne connut jamais d'interdit aristotélicien et Bacon semble être l'un des premiers à enseigner les libri naturales à Paris après la bulle Parens Scientiarum. Depuis le 19e siècle, Bacon a souvent été perçu comme un précurseur de Galilée et de la modernité scientifique, en raison, entre autres, de son intérêt pour l'expérimentation. De plus, l'œuvre de Bacon est très polémique et il semble en conflit avec la plupart de ses contemporains, qu'ils soient philosophes ou théologiens. En 1267, Bacon écrit son œuvre majeure, l'Opus Maius, qui se veut une somme de ses travaux philosophiques. Divisé en 7 parties pour 7 disciplines philosophiques, Bacon y présente ses réalisations dans tous les domaines du savoir. Il souligne aussi toujours l'importance théologique de chaque discipline. Ainsi, il tente de réconcilier l'étude de la philosophie avec la révélation biblique. De plus, il propose une réforme profonde des études universitaires qui laisse une place plus grande à l'étude de la nature. Nous tenterons donc de comprendre, au moyen de 2 passages de l'Opus Maius, comment il légitime l'étude des libri naturales et comment il conceptualise la relation entre le sacré et le profane. Il apparaîtra que pour Bacon, l'étude de la nature est légitime et même nécessaire dans le contexte de l'exégèse, je le rappelle, le contexte de l'interprétation biblique. D'abord, nous montrerons comment Bacon soutient une conception unitaire du savoir dans la 2e partie de l'Opus Maius, qui traite du rapport entre la philosophie et la théologie. Cette conception unitaire du savoir semblera servir de cadre pour la pratique exégétique de Bacon. Ensuite, nous étudierons la 4e partie de l'Opus Maius, où il donne des exemples d'une utilisation légitime des mathématiques en théologie. Il apparaîtra alors que c'est par une pratique particulière de l'interprétation biblique qu'il rend nécessaire son enquête philosophique ou mathématique. Finalement, nous étudierons comment cette conception du savoir le plaçait peut-être en conflit avec ses contemporains. Dans la 2e partie de l'Opus Maius, Bacon expose les liens qui unissent philosophie et théologie. Il tente alors de montrer qu'il s'agit de 2 disciplines qui étudient de manière différente un même ensemble de savoirs. Ainsi, Bacon sacralise les savoirs profanes qui apparaissent comme une partie de la révélation. Pour montrer l'unité des savoirs philosophiques et théologiques, il explique que toutes 2 partagent d'abord une même origine, puis un objectif commun. Pour Bacon, l'ensemble des savoirs profanes a été révélé au premier patriarche biblique dans la Bible. Pour le montrer, il doit construire une vaste histoire du savoir et de sa transmission qui rassemble toutes les figures de l'Antiquité. Ainsi, les Hébreux auraient partagé la philosophie avec la Perse et les Grecs. Une philosophie parfaite d'origine divine révélée. La philosophie parfaite des origines
aurait ensuite été dégradé progressivement par les hommes, l'utilisant pour se faire passer par des dieux. C'est le cas de Zoroastre ou de Prométhée, qui pour Bacon est une figure historique. Face à cette tradition destructrice du savoir parfait, Bacon décrit une tradition restauratrice, c'est-à-dire des figures qui tentent de retrouver la philosophie des origines. Dans la vaste histoire du savoir de Bacon, le héros est Aristote, celui qui est arrivé le plus près de restaurer la philosophie telle que révélée aux patriarches. Or, Bacon remarque que l'œuvre d'Aristote elle-même est dégradée par les théologiens de l'Université de Paris qui étudient mal la philosophie naturelle. Il y a bien eu à Oxford certains qui ont tenté de restaurer la philosophie de la nature, mais les études à Paris doivent être entièrement réformées. Pourtant, Bacon écrit après que l'étude de l'ensemble du corpus aristotélien soit devenue obligatoire. Nous reviendrons sur cet aspect. Pour l'instant, retenons que Bacon construit une vision conservatrice de l'histoire de la philosophie, qui n'est pas une marche du progrès, mais une dégénérescence d'un savoir parfait. De plus, il conçoit la philosophie comme une partie de la révélation divine. Les philosophes étudient donc la révélation, tout comme les théologiens. La philosophie et la théologie ne partagent pas seulement une origine commune divine. Leur objectif est aussi le même. En effet, la fin de l'étude théologique est la salvation de l'âme humaine. Pour ce faire, la Bible dévoile le bon comportement à adopter durant la vie. La morale constitue donc l'objectif final de la théologie selon Bacon. Or, la raison philosophique aussi permet d'arriver à des conclusions sur la bonne conduite de la vie humaine. Pour Bacon, il s'agit là du but final du savoir philosophique. Il est frappé par les convergences entre les conclusions des auteurs anciens philosophiques et les enseignements bibliques. En effet, la philosophie, en sa finalité, rencontre la théologie et les enseignements de la foi peuvent apparaître par la raison. À partir de ces convergences entre les savoirs profanes et sacrés, Bacon développe une vision unitaire du savoir. Selon celle-ci, il n'existe qu'une seule vérité, et son origine est divine. En effet, le savoir philosophique n'est qu'une partie de la révélation de Dieu aux humains, ce qui explique toutes les convergences entre la théologie et la philosophie. Bacon subordonne donc entièrement les savoirs profanes à la théologie ou à la révélation, mais il légitime aussi, par le fait même, l'étude de la nature. Or, la révélation divine, dans sa totalité, n'est accessible aujourd'hui que par l'interprétation des Écritures sacrées. Ainsi, la Bible dissimule l'ensemble du savoir, aussi bien philosophique que théologique, et seule l'exégèse permet de dévoiler l'ensemble de ses significations. La vision unitaire du savoir soutient alors une certaine conception particulière de l'interprétation biblique. Bacon trouve chez Augustin l'exemple d'une exégèse parfaite qui fait apparaître la profondeur de l'unité de la révélation telle que le conçoit Bacon. Augustin, dans cet extrait cité par Bacon, tente d'interpréter la recommandation du Christ aux apôtres d'être sages comme des serpents. Pour Augustin, elle ne peut se comprendre que si l'on connaît le comportement des serpents, philosophiquement. Ceux-ci protègent leur tête en exposant leur corps. Ainsi, le sens de la parole du Christ devient clair. Il a demandé aux apôtres de se donner entièrement pour la tête de l'Église, qui est le Christ. Pour Bacon, c'est de cette manière que toute la philosophie est présente dans les Écritures. En effet, l'étude de la nature permet de connaître les propriétés des choses représentées dans la Bible. Elle est donc au fondement de la pratique exégétique. Bacon n'est pas un théologien, et dans l'Opus Maius, les travaux qu'il présente sont uniquement philosophiques. Pourtant, dans la 4e partie de l'Opus Maius, qui présente les résultats de ses recherches en mathématiques, il donne des exemples d'une bonne pratique exégétique, ce qui ne lui revient pas comme philosophe, comme maître en art. En effet, dans un long développement où il tente de montrer en quoi les mathématiques sont nécessaires à la foi, il interprète lui-même certains passages bibliques au moyen des savoirs qu'il a exposés. Ainsi, il semble que c'est d'abord dans le contexte exégétique que les mathématiques trouvent leur utilité sacrée. Cette pratique nous semble soutenue par une conception unitaire du savoir, pour laquelle toute la philosophie est révélée dans les Écritures. D'abord, nous étudierons comment Bacon enrichit sa compréhension de la Bible au moyen de la géographie. Ensuite, nous verrons comment, en interprétant un passage de la Genèse, les Écritures semblent lui servir de source pour son enquête philosophique. Pour Bacon, la géographie constitue une partie des mathématiques.
Ainsi, il doit montrer en quoi elle est nécessaire à la théologie. Il expose comment sa connaissance scientifique permet de donner un sens à la géographie de la Terre Sainte telle que présentée dans la Bible. Bacon propose alors une interprétation du tracé du Jourdain, le fleuve qui traverse la Terre Sainte. Il décrit la géographie du fleuve. D'abord, celui-ci passe par Jéricho, puis par le mont Olivet et dans la vallée de Josaphat avant de se rendre à Jérusalem. Or, pour Bacon, le tracé du Jourdain est une allégorie de la vie humaine. Il s'agit d'une représentation du trajet nécessaire pour atteindre la paix de l'âme figurée par Jérusalem. Ainsi, pour atteindre la béatitude, les humains doivent surmonter Jéricho, qui signifie la chair. Ils peuvent ensuite atteindre l'excellence de la vie spirituelle représentée par le mont Olivet. Finalement, ils doivent terminer leur vie dans l'humilité signifiée par la vallée de Josaphat avant d'atteindre Jérusalem. Ainsi, pour Bacon, les objets représentés dans les Écritures portent une signification spirituelle qu'il n'est possible de dévoiler qu'au moyen de l'étude de la géographie. La pratique de l'exégèse proposée par Bacon participe à légitimer l'étude des mathématiques et de la philosophie. En effet, ceci éclaire le sens de la révélation. Après avoir montré en quoi les savoirs profanes nourrissent sa pratique exégétique, il expose comment les Écritures servent, en retour, de moteur à son enquête philosophique. Il s'attarde alors à la nécessité de la géométrie. Bacon a alors déjà développé une théorie de la vision qu'il appelle la perspectiva. Celle-ci utilise la géométrie pour comprendre le fonctionnement des rayons lumineux. C'est donc cette nouvelle discipline que Bacon va croiser avec l'interprétation biblique. Bacon remarque tout d'abord l'ignorance des philosophes païens au sujet de l'arc-en-ciel. Il explique cette lacune par leur ignorance du texte sacré. En effet, selon lui, la nature de l'arc-en-ciel est révélée clairement dans la Genèse, lors de l'épisode du déluge, après que l'eau se soit retirée et que Noé soit sorti de l'arche. Dieu fait une alliance avec tous les êtres vivants. Bacon rappelle les versets de ce message divin. Dieu promet qu'il n'y aura plus de déluge, et comme signe de cette alliance, il fera apparaître un arc-en-ciel durant la pluie. Alors il se souviendra de l'alliance faite avec les hommes, ou avec toute sa création, et la pluie ne se transformera plus en déluge. Bacon conclut donc, à partir de ce passage biblique, que l'arc-en-ciel existe afin de prévenir les déluges et les inondations. La Genèse l'a révélé. L'arc-en-ciel doit alors avoir pour effet de dissiper les nuages et d'arrêter la pluie. Pour mieux comprendre, Bacon décompose les différentes parties de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est composé de la pluie et des rayons du soleil. Dans la théorie optique de Bacon, les rayons lumineux ont davantage d'effet lorsqu'ils convergent. Ainsi, pour qu'ils puissent mieux dissiper les nuages et ainsi réaliser la finalité de l'arc-en-ciel, les rayons du soleil doivent converger. Cette convergence des rayons lumineux ne peut se produire qu'au moyen de réflexion et de réfraction, deux comportements que, dans la théorie optique de Bacon, peuvent adopter les rayons de lumière lorsqu'ils entrent en contact avec d'autres objets. Selon Bacon, c'est ce qui cause arc-en-ciel. Il s'agit simplement du résultat des infinies réflexions et réfractions de la lumière au contact des gouttelettes d'eau. C'est écrit dans la Genèse depuis le début. Bacon a donc utilisé le texte sacré comme origine d'un développement scientifique. Selon lui, il était impossible pour tous les philosophes païens d'arriver à cette conclusion puisqu'ils ignoraient les Écritures. Bacon réitère que, même s'il ne s'agit que d'un exemple, le savoir sur toute la création se trouve ainsi dans le texte sacré. La géométrie qui permet de mieux connaître la création est utile aux fins de l'exégèse, mais ne peut réaliser son but sans un savoir d'origine biblique. En effet, puisque la pratique de l'exégèse apporte un savoir nouveau, elle légitime l'activité scientifique et motive des réflexions originales sur la nature. Je ne crois pas réellement que l'interprétation biblique de Bacon ait précédé sa théorie de l'arc-en-ciel. Je crois plutôt que sa théorie de l'arc-en-ciel a été utilement rapprochée d'un passage biblique. Mais en mettant ici en scène sa démarche intellectuelle, il articule sa compréhension du savoir et de l'exégèse. Jusqu'à maintenant, nous avons dressé le portrait de Bacon comme celui d'un penseur plutôt conservateur.
En effet, sa vision unitaire du savoir rend toute étude de la philosophie pour elle-même, c'est-à-dire de manière autonome à la théologie, incomplète et inutile. De plus, l'étude de la nature semble trouver sa place à travers seulement l'interprétation des Écritures. Ainsi, sa volonté de favoriser l'étude de la nature semble avoir pour cause une préoccupation théologique. Comment alors comprendre son hostilité envers les penseurs de son époque, envers les autres penseurs de son époque? En 1231, la bulle parraine Scientiarum permettait l'étude des libri naturales à Paris. Toutefois, d'après Luca Bianchi, l'historien Luca Bianchi, elle n'est pas promulguée en raison d'un idéal universitaire de liberté intellectuelle. Le pape Grégoire IX aurait plutôt visé à encadrer le travail des théologiens. En effet, la bulle permettait l'étude de la philosophie naturelle à la faculté des arts, mais la proscrivait du même coup à la faculté de théologie. Grégoire IX aurait ainsi voulu empêcher les théologiens d'étudier trop la philosophie naturelle. D'après Bianchi, ces nouvelles dispositions universitaires auraient modifié le rapport des savoirs sacrés et profanes. Alors qu'avant, à Oxford par exemple, les théologiens intégraient l'étude de la nature à leurs travaux, la philosophie et la théologie se pratiquent maintenant dans deux facultés universitaires différentes. Selon Bianchi, cette nouvelle organisation de l'université aurait rendu les savoirs profanes plus autonomes. Il cite comme exemple le théologien Albert le Grand, qui, lorsqu'il étudie la philosophie naturelle, utilise la formule limitative loquens ut naturalis, c'est-à-dire parlant comme un physicien ou parlant comme un philosophe. Lorsqu'Albert constate que la philosophie arrive à des conclusions contraires à la foi, il limite leur portée au discours philosophique. Ainsi, les sciences profanes doivent énoncer toutes leurs conclusions, bien qu'elles soient fausses quant à la foi. Ces conclusions philosophiques sont toutefois dites parlant comme un physicien ou parlant comme un philosophe. Il ne s'agit pas de vérité absolue. En limitant la portée de la philosophie naturelle, Albert lui prête une autonomie qu'elle n'avait peut-être pas avant la bulle parraine Scientiarum. Rien ne semble plus éloigné de la conception du savoir de Bacon. Pour lui, les savoirs profanes doivent toujours être mis au service du sacré. En vertu de l'unité des savoirs, il serait absurde et contradictoire d'accepter une conclusion au sein de la philosophie qui s'oppose aux Écritures. Il ne s'agit pas de deux savoirs distincts, mais d'une seule et même révélation. Toutefois, la pratique intellectuelle de Bacon rend l'étude de la nature indispensable, car partie intégrante du travail théologique. Ainsi, l'interdiction des libri naturales est absolument contre-productive. Nous posons donc l'hypothèse que l'hostilité de Bacon reflète peut-être, entre autres, une tension entre deux manières de recevoir le corpus aristotélicien. Bacon reprend peut-être des pratiques et des valeurs de l'Université d'Oxford dans un milieu, à Paris, qui a adopté une autre manière d'intégrer l'étude des libri naturales. Alors que chez de nombreux auteurs parisiens, la pratique philosophique devient de plus en plus indépendante, Bacon l'inscrit toujours dans un projet théologique. C'est d'abord une pratique particulière de l'exégèse qui rend les savoirs profanes licites et nécessaires, tout en restant toujours au service de la foi. Merci. Alors, j'aimerais remercier M. Belrose Blais pour cette communication stimulante et pour son exégèse très intelligent de l'œuvre de Bacon et son relation avec la longue histoire des pensées exégétiques ainsi que scientifiques en Europe. J'aurai un commentaire plus détaillé après la communication qui suit, qui sera donnée par, comme j'ai dit, Sarah Martineau, qui est intitulée Le vitrail dans l'architecture anglaise au XVIIIe siècle. Et je vais donc vous présenter une première partie de mon premier chapitre, en fait. Donc, une petite introduction de l'expérience architecturale et l'usage du verre coloré dans l'architecture domestique, particulièrement anglaise, à la fin du 18e siècle. Donc, en interrogeant la relation du sujet percevant à son environnement, les architectes et les théoriciens du 18e siècle
tenteront de donner au réel ce qui relevait surtout de l'univers de la fiction. Comme les arts du récit permettaient à l'auteur de perturber l'espace et le temps, de faire apparaître l'invisible ou de démultiplier les existences, l'architecture devient progressivement une véritable transfiguration de l'univers fantastique de l'architecte, formulé dans le langage de la construction. Donc, je vous propose aujourd'hui de considérer l'apport du vert coloré dans le développement d'une architecture affective en Angleterre au 18e siècle. Dans un premier temps, il sera question de l'expérience architecturale et des réflexions esthétiques et philosophiques responsables de ce que l'on pourrait qualifier d'un tournant subjectif dans la théorie architecturale à la période géorgienne. Enfin, nous verrons de quelle façon l'usage du vert coloré dans l'architecture permit la création d'ambiances lumineuses susceptibles de faire éprouver aux spectateurs des émotions particulières. Tout au long de cet exposé, j'espère également mettre en lumière le rôle important qu'a joué la littérature dans le renouveau d'intérêt pour l'art du vitrail au 18e siècle. Dans l'univers de la fiction publié en 1988, Thomas Pavel entreprend de définir le mode d'existence des êtres imaginaires et de dégager la fonction culturelle des œuvres de fiction. Depuis le postulat selon lequel les auteurs de fiction exigent de leurs lecteurs qu'ils pénètrent dans des espaces alternatifs, des mondes fantastiques alimentés par l'esprit, Pavel met en évidence la logique structurelle de ces univers factices qui évoquent le monde réel, mais qui s'en éloignent aussi par bien des aspects. Dans une conception spatiale de la fiction, le spécialiste de la littérature française questionne les rapports entre les univers fictionnels et les univers de référence. Le fondement de sa théorie littéraire repose sur le concept du jeu de faire semblant, au cours duquel le lecteur, séduit par une histoire, intègre les propositions du monde imaginaire possédant sa propre logique interne. Autrement dit, il s'agit d'une interprétation interne du monde romanesque qui est tenue pour vrai pendant la lecture d'une œuvre littéraire. L'expérience fictionnelle se définit donc par la juxtaposition de l'univers imaginaire et du monde réel qui constitue toujours le point de référence du lecteur. En d'autres termes, cette structure duelle permet d'habiter deux mondes à la fois, de se projeter d'un point de vue extrinsèque à l'intérieur d'un univers alternatif que l'on s'imagine pour vrai en se prêtant au jeu de faire semblant. Ce modèle interprétatif proposé par Pavel est visiblement un élément fondamental pour parler d'architecture, où la continuité est d'autant plus forte que l'univers de référence et l'univers saillant créé par l'architecte partagent le même espace. L'environnement architectural aurait ainsi la capacité de matérialiser un univers particulier où l'atmosphère qui imprègne les lieux et les caractéristiques du décor que perçoit l'observateur lui permettent de franchir en quelque sorte la frontière qui divise le monde de tous les jours et un autre monde où les choses qui entourent les spectateurs lui sont moins familières. Subséquemment, appliquer cette théorie à l'expérience architecturale suppose une considération plus attentive des éléments perçus sensiblement par l'occupant d'un espace, comme la lumière, les couleurs ou tout autre stimuli sensoriel. Depuis quelques années, cette réflexion quant à la concomitance de l'imagination et de la perception dans l'expérience architecturale profite d'une attention considérable, en particulier dans la théorie de l'architecture contemporaine. Par une approche phénoménologique de l'architecture, des chercheurs comme les théoriciens et architectes Giovanni Palassama, Christian Norberg-Schulz et Jonathan Hill ont tenté d'appréhender cette capacité innée à chaque individu de mémoriser et d'imaginer des lieux. Généralement, les experts relèvent trois principaux procédés impliqués dans l'expérience architecturale: la perception, la mémoire et l'imagination. En interaction constante, ces facultés cognitives donnent à l'architecture son pouvoir d'enchantement. Pour reprendre les termes de Giovanni Palassama, un bâtiment est une structure d'unité, de matière et de construction, ainsi qu'une métaphore spatio-temporelle et imaginaire d'un monde meilleur. Les œuvres artistiques et architecturales existent donc simultanément dans les domaines de la physique et de la métaphysique, de la réalité et de la fiction, de la construction et de l'image, de l'utilisation et du désir. Lors de la découverte d'une œuvre architecturale, un échange curieux se produit.
L'œuvre projette son aura et nous projetons nos propres émotions et préceptes sur cette dernière. Après le 17e siècle, les débats esthétiques et les théories sur la manière dont nous percevons la beauté devaient influencer, voire même présager, notre compréhension actuelle en ce qui a trait à la perception de l'architecture. Pour décrire le changement fondamental qui s'est produit en Europe au cours du 18e siècle, Emmanuel Kant a utilisé le terme « révolution copernicienne », de même que Copernic avait placé le Soleil plutôt que la Terre au centre du système planétaire, les objets seront remplacés par la conscience humaine pour définir le fondement de la connaissance. Auparavant, le rationalisme cartésien appelait l'attribution de significations objectives aux choses. Ces significations devaient être déduites et non perçues. Ces adeptes devaient déclarer que la vérité objective rayonnait d'un monde d'idées internes et non de sentiments. Ces détracteurs, en revanche, ont noté que la déduction ne rendait pas compte de nombreuses manifestations spontanées du génie et de l'imagination dans des grandes œuvres d'art et d'architecture. En considérant les problèmes et les défis architecturaux comme une providence de déduction plutôt que de sentiment, les sens corporels, qui n'étaient pas considérés comme des instruments de pensée primordiaux, acquérirent donc un statut inférieur. Mais tout au long du siècle des Lumières, plusieurs penseurs défendront la disposition des sentiments à révéler une certaine mesure de vérité. Le philosophe et critique d'art français Denis Diderot, par exemple, estimait que l'expérience esthétique dépendait d'une multitude d'associations mentales. Ainsi, un grand poète peut établir des relations par analogie et par la mémoire associative qui, alimentée par son imagination, ne sont pas le produit de formes classiques du raisonnement exact. En Angleterre, ce développement a commencé avec l'ascension et de l'empirisme au XVIIe siècle dans les travaux de John Locke, puis ceux de George Berkeley et David Hume au XVIIIe siècle. La philosophie empirique, selon laquelle toute connaissance est dérivée de la perception sensorielle, est aussi à l'origine de l'associationnisme, un système qui explique par l'association des idées toutes les opérations intellectuelles et l'ensemble de la vie mentale. Progressivement, la théorie artistique fut remplacée par l'esthétique en tant que science de la beauté, puisque cette dernière sera définie comme une expérience du spectateur plutôt qu'une propriété de l'objet. L'architecture n'a pas fait exception à ce changement majeur et, à partir des années 1670, le spectateur occupe une position centrale dans de nombreuses nouveautés en matière de conception, de théorie et de critique architecturale. Mais ce n'est que dans les dernières décennies du 18e siècle que le modèle rhétorique a lentement été remplacé par une façon fondamentalement différente de concevoir l'interaction entre l'architecture et le spectateur, prenant pour modèle l'espace et non la parole. Vers 1700, d'autres moyens de concevoir la dimension expérientielle de l'architecture sont élaborés. Ces nouvelles idées ne porteront pas sur la perception visuelle des caractéristiques formelles d'un bâtiment, comme la lumière, l'ombre, la masse, la texture ou la couleur, mais sur les émotions, les associations ou les souvenirs que peuvent évoquer ces caractéristiques. Deux concepts esthétiques auront une influence particulièrement importante dans la théorie anglaise. Le sublime, qui se définit par une sorte de tension, une vive émotion née du terrible et de l'accablant, ainsi que le pittoresque, caractérisé par une recherche de plaisir beaucoup moins troublant, qui repose sur des expériences passées en lien avec l'art, l'histoire ou la nature. À la suite de l'enquête philosophique d'Edmund Burke sur l'origine de nos idées du sublime et du beau parue en 1757, le sublime passe du domaine de la rhétorique à celui de l'esthétique. En d'autres termes, Burke ne s'intéressa pas directement à l'objet, mais aux idées ou sensations qu'il provoque, ainsi qu'à l'individu qui éprouve ces sensations. Tout ce qui est propre à exciter les idées de la douleur et du danger, c'est-à-dire tout ce qui est en quelque sorte terrible, tout ce qui traite d'objets terribles, tout ce qui agit de manière analogue à la terreur, est une source du sublime, ou si l'on veut, peut susciter la plus forte émotion que l'âme soit capable de sentir. L'expérience de la beauté consisterait donc en un acte de visualisation créatrice de l'esprit humain. Dans l'architecture, le sublime peut être suscité par plusieurs facteurs, tels que l'irrégularité, la grandeur, les couleurs sombres, mais surtout l'obscurité. Dans le chapitre intitulé « La lumière considérée par rapport à l'architecture » de son enquête, Burke estime que la distribution de la lumière est un des plus importants objets de l'architecture et que tout édifice destiné à imprimer une idée du sublime doit être sombre et ténébreux. La plupart des exemples qu'utilise Burke pour illustrer ses idées
sont issus de la littérature, en particulier du poème « Le paradis perdu » de John Milton. Selon Burke, Milton est celui qui a le mieux entendu le secret d'agrandir les choses terribles, de les placer dans leur jour le plus frappant, par la force d'une judicieuse obscurité. Nous devons d'ailleurs à ce grand poète anglais la description littéraire désormais stéréotypée de l'obscurité générée par le vitrail à dim religious light, une faible lumière religieuse, qui provient en fait de Penseroso, un recueil de poésie de 1645 dans lequel Milton célèbre la mélancolie et l'inspiration poétique qu'elle lui inspire. Les considérations de Burke sont sur les causes du sublime dans l'art et l'architecture auront un retentissement important au 18e siècle. En France, par exemple, ces idées sont présentées dans le traité d'architecture du Camus de Mézières, qui affirme qu'un édifice très éclairé, bien aéré, lorsque tout le reste est parfaitement traité, devient agréable et riant. Mais moins ouvert, plus abrité, il offre un caractère sérieux. La lumière encore plus interceptée, il est mystérieux ou triste. En Angleterre, Chambers offre une proposition semblable dans son traité sur la décoration de l'architecture civile, en 1791. Selon lui, l'architecture exige que la quantité de lumière introduite soit contrôlée de manière à exciter dans l'esprit du spectateur des sentiments gai, joyeux, solennel ou sombre, selon la nature et les fonctions pour lesquelles la structure est destinée. Dans ce contexte, certains praticiens auront recours aux verres colorés afin de conférer à leur création un caractère particulier, à même de transporter le spectateur dans un espace diégétique et d'éveiller en lui des émotions singulières. À la différence d'autres médias comme la peinture ou la sculpture, le vitrail, longtemps favori des édifices religieux, a connu en Europe une éclipse relative du premier quart du 17e siècle, quand la contre-réforme est devenue effective jusqu'au 19e siècle. Mais c'est en Angleterre, où la dissolution des monastères avait sécularisé les couvents depuis Henri VIII, que commença dès le 18e siècle un renouveau d'intérêt pour le verre serti de plomb. Ce renouveau prendra initialement forme dans des contextes profanes, plus particulièrement dans l'architecture domestique, et est intimement lié au développement de l'architecture néogothique et à l'avènement du romantisme, mais dépend également d'autres facteurs comme l'engouement pour le collectionnisme ainsi que l'apparition et le succès du roman gothique. Le vitrail possédait un double attrait pour ceux qui cherchaient à produire une ambiance sublime. D'abord, l'obscurité produite par le vitrail donne plus de puissance à l'imagination. En effet, une personne qui a peur du noir n'a aucune raison factuelle de craindre l'obscurité en tant que telle. Elle a peur de sa propre imagination, ou plus précisément du contenu de son fantasme refoulé que peut projeter dans les ténèbres. Pour Burke, le sublime est lié à la conservation de soi. C'est la contemplation d'un danger assez lointain pour ne pas nous menacer directement. Il invite d'ailleurs ses lecteurs à considérer combien la nuit augmente notre frayeur dans tous les cas de danger et quelle forte impression les notions de fantômes et de démons dont personne ne peut se former d'idées claires, font sur les esprits qui ajoutent foi aux contes populaires concernant ces sortes d'êtres. D'autre part, le vitrail, et particulièrement celui de nature héraldique, était également associé de manière directe au Moyen Âge, une période que l'on tenait pour sombre et terrifiante. Dans ce sens, l'aura de mystère qui se dégage des vitraux, de l'héraldique et de l'obscurité constituait un mélange captivant que l'on retrouve notamment dans le célèbre poème « La Vigile de Sainte-Agnès », en 1819, de John Keats, dans lequel, par une nuit d'hiver, la lumière colorée de la lune, filtrée par une verrière héraldique, transforme le personnage de Madeleine à la fois en une sainte médiévale et une victime sanglante de l'hostilité féodale. Vous la voyez à l'écran d'ailleurs. Par association au mystère fantastique qu'abritent les ténèbres et au passé sombre dans lequel il s'est épanoui, le vert coloré contribue à former dans l'esprit de l'observateur un univers obscur et menaçant. Dans sa théorie de l'imagination, le philosophe et épistémologue français Gaston Bachelard souligne l'importance de la rêverie dans l'engagement conscient avec l'imaginaire. La rêverie est un état de conscience dans lequel les forces inconscientes sont explorées, confrontées et interprétées. Dans La poésie de l'espace, publiée en 1957, Bachelard transpose sa théorie aux espaces intimes que nous habitons. De nature autobiographique, la maison serait à l'origine de l'exploration spatiale
Elle constitue l'archétype des environnements sûrs et stables. Elle est un réceptacle de l'identité personnelle ainsi qu'un catalyseur efficace pour l'imagination. Comme nous le verrons, l'architecture domestique sera mise en scène dans la littérature gothique au 18e siècle pour extérioriser les états psychiques internes et pour brouiller délibérément les notions d'espace conventionnelles. Durant la Régence anglaise, les châteaux gothiques, les imposantes demeures géorgiennes et les cottages ornés saisirent l'imaginaire collectif. Réelles ou inventées, ces maisons incarnèrent parfaitement le potentiel fictionnel de l'architecture. Plus particulièrement, la maison hantée fut un lieu privilégié pour le développement d'intrigues romanesques. Omniprésente dans la vie quotidienne et emplie des secrets de la vie intime de ses occupants, la maison est un lieu facilement corruptible. Elle sera hantée par les traces de sa famille, de son histoire et de tout ce que le personnage d'une fiction gothique souhaiterait garder dissimulé. Les auteurs du roman gothique ont également exploité le caractère suggestif de l'obscurité sublime générée par le vert coloré. La littérature joue un rôle important dans le renouveau d'intérêt que suscite l'art du vitrail en Angleterre. Le roman gothique est un type de récit à thèmes médiévaux et terrifiants, très à la mode au 18e siècle. Ses sujets de prédilection seront le satanisme et le surnaturel, et le récit qui implique généralement des fantômes, des châteaux et des personnages terrifiants. On considère que le genre fut inauguré par la publication du Château de Trente en 1764 par l'homme politique, écrivain et esthète britannique Horace Walpole. La Strawberry Hill House d'Horace Walpole constitue d'ailleurs l'un des meilleurs exemples pour aborder le sujet de l'expérience de l'espace dans l'architecture et la littérature. De 1749 à 1777, Walpole transforma sa demeure près de Twickenham en un château inspiré du style gothique. Par étapes successives, il ajouta aux bâtiments préexistants des éléments architecturaux gothiques tels que des tours et des remparts et conçut une décoration intérieure élaborée afin d'accueillir convenablement sa collection d'objets antiques. L'idée que s'est fait Walpole du gothique est liée de manière intrinsèque à une conception partielle de l'espace et de l'expérience esthétique. À la fin du 18e siècle, l'imagination spatiale du visiteur de Strawberry Hill était éclairée en partie par sa connaissance d'une autre demeure gothique, soit le décor fictif du château de Trente. France Burney, par exemple, relate combien elle fut surprise lors de sa visite à Strawberry Hill par les appartements aux formes inhabituelles dans lesquels des souvenirs marquants viennent à l'esprit et évoquent l'histoire gothique du château de Trente. Walpole assurait que l'histoire et le château de Trente lui était apparu lors d'un rêve pendant son sommeil à Strawberry Hill, et ces lettres ne laissent aucun doute sur le fait qu'il avait sa propre maison en tête comme modèle pour l'établissement de sa fiction gothique. Selon toute vraisemblance, l'origine onirique du château de Trente est une prétention littéraire. L'histoire et son cadre peuvent être facilement compris comme un fantasme d'association conscient inspiré par son propre petit château gothique. Cette relation entre les deux châteaux fut l'objet d'une importante étude réalisée par Wilmart Seldon Lewis en 1953. Lewis montra qu'un certain nombre des espaces du château fictif étaient assurément inspirés des espaces réels précis à l'intérieur de Strawberry Hill House, comme la Grande Galerie et le cabinet. Vous avez la Grande Galerie juste ici. Ces associations entre les deux espaces étaient également renforcées par les dispositions d'un certain nombre d'objets à travers le bâtiment. Ces objets devaient servir de repères mnémoniques pour dévoiler toute une gamme d'associations avec le château de Trente et exalter la fantaisie des spectateurs et lecteurs du roman gothique. Délibérément, Walpole réduira au minimum ses descriptions concernant les ornements et les espaces architecturaux du château de Trente afin de permettre aux lecteurs de subjectivement combler les espaces vides dans le texte avec ce que Walpole appelait la fantaisie gothique. Le spectateur de Strawberry Hill, qui connaissait le château de Trente, a donc synthétisé deux espaces architecturaux interreliés, bien que conceptuellement uniques. Le premier, figé dans le temps et l'espace, est perceptible en tant qu'objet appartenant au monde phénoménologique, et le second est un espace mental hautement subjectif et instable. Dans l'espace concret de Strawberry Hill,
Le caractère énigmatique du château de Trente se manifeste notamment dans une mise en scène particulière de la lumière. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison, le visiteur entre dans un espace sombre, éclairé par des d'étroites fenêtres à lancettes remplies de vitraux. Ce passage de l'extérieur vers l'intérieur entraîne un réajustement des yeux du spectateur. Tout au long de son parcours, le visiteur rencontre une succession de pièces sombres et d'espaces très lumineux, presque aveuglants. Cette progression d'un espace ouvert et lumineux vers un espace inattendu, sombre et exigu, donne à Walpole la satisfaction d'imprimer la tristesse des abbayes et des cathédrales sur sa maison. Walpole décrit à juste titre le passage qui mène à la grande galerie comme arpenté par la tristesse. Dans ce sens, le vitrail était utilisé comme un moyen visuel pour créer une atmosphère et des associations historiques. Le verre qu'il avait amassé et intégré aux fenêtres complétait également sa collection de peintures, de dessins et d'estampes. Walpole s'est profondément impliqué dans l'adaptation et l'intégration des vitraux anciens, surtout 16e, 17e siècle, qu'il importait des Pays-Bas à ses fenêtres gothiques. Dans ses lettres, il dit avoir accumulé une telle quantité de verre peint que toutes les fenêtres de son château en seront illuminées. L'arrangement des fenêtres était pour lui un immense amusement. Vers 1754, le vitrage de la maison était achevé, mais d'autres vitraux seront ajoutés aux pièces construites ultérieurement. Et Walpole écrivit à propos de la tristesse conventuelle de l'intérieur qui, cependant, lorsque le soleil brillait, est magnifique car il apparaît tout cramoisi et doré et d'azur à travers la peinture. Comme l'a très bien illustré l'historien d'art Matthew Reeve, la relation entre Strawberry Hill House et le château de Trente était un aspect important de la construction d'une mythologie de la maison au 18e siècle. Un projet dans lequel Walpole s'est lui-même engagé, qualifiant sa maison de « My Little Otranto ». La fabrication par Walpole d'une double identité littéraire pour sa maison devait avoir une influence importante sur les projets de construction ultérieurs de style néo-gothique. Dans ce sens, les vitraux qu'il a ajoutés aux fenêtres de sa demeure ont une fonction affective. Leur lumière affecte les sens et l'esprit des visiteurs. Comme Walpole, d'autres architectes et collectionneurs ont employé le verre coloré pour créer des ambiances lumineuses et influencer l'expérience et de l'espace domestique pour susciter encore des réactions affectives. Pour n'en nommer qu'un, l'architecte anglais Johnson va aussi faire usage du verre coloré pour créer ce qu'il considère comme une lumière mystérieuse qui pourrait être qualifiée d'une dématérialisation de l'espace intérieur produite par les effets de la lumière sur l'architecture. Dans la salle La Coupole que vous voyez ici, il va créer un éclairage dramatique dispensé par une source lumineuse dissimulée dans la crypte, suggérant une ambiance mystérieuse. Au 19e siècle, les possibilités offertes par le verre coloré se démultiplièrent avec l'apparition de nouvelles technologies, comme l'éclairage au gaz, et seront utilisées ensuite, après Walpole, pour contribuer à créer ce genre d'atmosphère-là. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, merci à Mme Martineau pour cette communication éclairante à propos des vitrails et également, plus généralement, la relation des gens du 18e siècle avec les traditions médiévales, qui est quelque chose qui est vraiment fascinant, en fait, qui me rappelle un peu de la relation entre les gens au Moyen-Âge et les traditions classiques. La dernière image que nous avons vue là, avec toutes les spolia un peu dans la maison, me rappelle de la maison de Crescentius à Rome, où on voit tous les restes classiques qui sont
mis dans les murs et sur l'extérieur pour énoncer un lien avec cette époque à la passée d'une manière qui aurait été très étrange pour les gens qui provenaient de cette époque. Et je veux souligner qu'il y a en fait beaucoup de liens et de connexions entre les deux communications que nous avons écoutées ici. J'ai beaucoup aimé l'emphase sur la réception et le dialogue entre les textes et les lecteurs, comment ils sont transformés. Les textes sont transformés par le percepteur de la même manière que les vitrails, l'art plus généralement. On voit beaucoup de pensées, de réflexions sur comment le percepteur transforme un peu ou change un peu ce que le résultat d'une pièce d'art au XVIIIe siècle. J'ai aussi aimé le fait que les deux communications ont aidé à complexifier deux périodes qui sont souvent considérées d'une manière très stéréotypée. Dans la deuxième communication, nous avons vu comment l'émotion était vraiment essentielle dans les pensées autour de l'architecture, bien que au XVIIIe siècle, nous avons l'impression, surtout pour les gens comme moi qui ne sont pas des grands spécialistes du XVIIIe siècle, l'impression que les émotions sont un peu bannies du dialogue. Et de même façon, Monsieur Belle-Rose Blais nous a montré comment les pensées scolastiques étaient en fait très différentes entre les universités au XIIIe siècle. On ne peut pas parler d'un scolasticisme, mais plutôt des scolasticismes. Il y avait des contrastes entre Oxford et Paris, comme il nous a démontré. C'était pas un système de pensée monolithique. Alors, j'aimerais ouvrir la séance à des questions, si vous en avez. Sinon, j'en ai beaucoup à poser. Mais j'aimerais ouvrir la séance à des questions maintenant, s'il y en a. Monsieur Girard, oui? Alors, ma question, c'est est-ce que la façon de Roger Bacon de concilier la philosophie et la théologie est complètement opposée à celle de Thomas d'Aquin, qui me semble, si je ne me trompe pas, essayait plutôt de distinguer les deux façons de penser? Oui, ben, j'ai parlé d'Albert le Grand. Albert le Grand, c'est connu comme le maître de Thomas d'Aquin. Mais Thomas d'Aquin, dans son argumentation sur l'utilité des savoirs profanes pour le théologien, dit quelque chose qui ressemble quand même. Il dit « Les savoirs profanes doivent être utiles pour trouver des modèles pour la théologie. » Mais oui, en effet, par rapport à ma thèse, par rapport à ce que j'ai exposé, Thomas d'Aquin appartiendrait à cette autre branche de la scolastique qui, après la bulle Parens Scientiarum, aurait tendance à rendre les savoirs profanes de plus en plus autonomes. Puis je suis passé à côté, mais ça me guettait la condamnation de 1277, qui est l'événement, la grande censure universitaire, qui condamne justement peut-être cette orientation-là, cette tentative de rendre les savoirs profanes de plus en plus autonomes, branche qui est opposée à celle que j'ai présentée ici ou celle que j'ai étudiée durant mon mémoire, qui est représentée par exemple par Roger Bacon. Y a-t-il des autres questions de l'audience? D'autres? Ma question est pour Gabrielle.
Roger Bacon m'a l'air, ma foi, d'un personnage fort intéressant et coloré. Et en fait, je m'interrogeais un peu sur son héritage. Donc, je voulais savoir au niveau de sa méthode, est-ce que tu as pu observer justement une reprise, autant peut-être au niveau de Oxford que de Paris? Si oui, s'il y a des similarités ou des différences? Quelle belle question, je vous remercie beaucoup. J'ai tenté dans mon mémoire de rapprocher la pensée ou les pratiques de Roger Bacon d'un philosophe anglais de l'Université d'Oxford qui s'appelle Robert Grossetête, où j'ai tenté de montrer que tous deux pouvaient réconcilier l'étude des savoirs l'étude de la philosophie naturelle, l'étude licite des libris naturales d'Aristote, à travers une méthode d'exégèse que j'ai rapprochée. J'ai tenté de montrer sur mon mémoire, là, pendant la présentation d'aujourd'hui, que l'exégèse que Roger Bacon propose, Robert Grossetête l'a déjà fait. Mais tous deux, et d'ailleurs chacun au Moyen-Âge, se revendiquent aussi de l'héritage d'Augustin. Bacon le fait ici en trouvant un morceau d'exégèse d'Augustin qui se rapproche de ce qu'il fait, mais tous se réfèrent à l'héritage d'Augustin aussi. Y a-t-il des autres questions? Non? Moi, sinon, j'ai une question pour Madame Martineau. Ce qui m'a frappé durant votre communication, vous avez beaucoup parlé à propos de l'effet de la lumière sur la percepteur quant au vitrail, l'effet émotionnel et comment ça affectait le percepteur et toutes les théories autour de ça qui existaient au XVIIIe siècle et puis au XIXe siècle. Et moi, tout ça est hors de mes connaissances, mais je sais bien que au Moyen Âge, on pensait à propos de ces mêmes sujets. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr l'abbé Sugère de Saint-Denis, qui nous a laissé tout un traité sur la construction de l'église de Saint-Denis où les vitrails gothiques sont introduits dans la narration traditionnelle. Et il nous parle à propos de l'effet de la lumière sur le percepteur, comment ça peut les faire penser d'une manière pseudo-dénisienne, de soulever leur pensée envers le divin, et d'autres points et détails. Alors, je me demande si ces textes, ces idées ont eu un impact soit au XVIIIe siècle, soit au XIXe siècle, quand, au moins au XIXe siècle, quand les textes médiévaux deviennent de plus en plus accessibles aux érudites à cause des éditions et des traductions qui sont faites à cette époque. En fait, à ça, je pourrais reprendre l'exemple d'Horace Walpole qui va chercher des vitraux, en fait, qui ne sont pas des vitraux gothiques, mais des vitraux de la fin de la Renaissance, 16e, 17e siècle, en provenance des Pays-Bas, de Flandre en particulier. Mm-hmm. Puis, c'est d'une part une espèce d'objet de collection qui est intégré à la maison même, mais aussi va amener une sorte d'atmosphère là, colorée par la part aussi de pièces qui va ajouter de vitraux modernes. Mm-hmm. Mais les considérations de Saint-Denis, par exemple, en tant que tel, on n'a pas été chercher dans ces textes-là les appuis. J'en ai pas rencontré, du moins, pas encore. Okay. Mais on était conscient du pouvoir des vitraux là, depuis le Moyen Âge. En fait, c'est comme on n'a pas arrêté de percevoir, de ressentir les effets du vitrail dans les milieux religieux. Mais dans le contexte de l'architecture domestique, on va se servir un peu de cette capacité-là du verre coloré à filtrer la lumière
en dehors des questions religieuses. Donc, c'est ni iconographique. On va chercher des vitraux pour leur couleur, puis on les dispose aléatoirement dans la maison. C'est pas... au 19e siècle, je pourrais dire, il va y avoir peut-être une attention un peu plus poussée de ce côté-là, mais la fin du 18e siècle, c'est pas des questions qui sont soulevées encore. C'est vraiment une espèce de mise en scène de l'architecture pour créer un peu un récit à travers la maison. OK. Y a-t-il des autres questions? Est-ce que vous me permettez de poser une question supplémentaire? C'est une autre question pour Mme Martineau. Puisque nous sommes à Montréal et puisque Montréal est devenue une ville anglaise, disons, au moins au niveau juridique, à la fin du 18e siècle, est-ce que, à votre connaissance, vous avez des exemples de ce que vous avez illustré ici, utilisant des exemples anglais, de ces mêmes développements au niveau colonial, ici en Canada? J'ai pas d'exemple précis, mais je sais qu'entre autres, en Angleterre, ces questions-là vont être... En Angleterre, aux États-Unis, ces questions-là vont être présentes à partir de l'incorporation, entre autres, de la compagnie Tiffany & Co. au 19e siècle. Et avant ça... Au 18e siècle, pardon. Au 19e siècle. Tout est nommé. Mais avant c'est pas quelque chose qu'on va voir. Le verre coloré, ça va prendre un certain temps. En fait, on va développer un verre coloré moderne avec les capacités du temps. Puis avant ça, non, je crois pas qu'il y ait du moins pas à ma connaissance. C'est bien, merci. Autre question? Est-ce que vous voulez que je continue à poser des questions? Ou vous voulez... OK. J'ai une question de plus. Alors, je veux poser une question à Monsieur Belle-Rose Blais. Et votre présentation m'a beaucoup intéressé pour de diverses raisons. Mais une chose que vous avez, par exemple, que vous avez fait sortir, c'est vraiment l'importance de la pensée exégétique pour comprendre la mentalité du Moyen-Âge. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est que les textes exégétiques ont été tellement ignorés pour tellement longtemps dans l'étude du Moyen-Âge. C'est vraiment seulement aux années 80-90 que nous avons commencé sérieusement à les étudier. Et vous avez montré comment c'est essentiel de comprendre cette mentalité-là pour comprendre quelqu'un comme Roger Bacon. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai une question plus spécifique. Ce que je vois ici, c'est que Roger Bacon travaille sur les pensées, les textes, avec les textes et les pensées aristotélien dans les années 60 du XIIIe siècle, à la même époque exacte que Guillaume de Merbecque faisait ses traductions, par exemple des politiques, des économiques, par exemple de la Meteorologia d'Aristote, beaucoup des textes qui auraient concerné Roger Bacon. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que ces deux travaillent sur ces mêmes textes en même temps? Et également, est-ce que Roger Bacon bénéficiait des révisions, des traductions de Guillaume de Merbecque lorsqu'il travaillait, ou est-ce qu'il travaillait surtout avec les traductions plus anciennes, comme celle de Jean de Venise? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que Bacon travaillait avec des traductions plus anciennes. Okay. L'Opus Maius a été écrit dans les années 60, mais son enseignement universitaire à Paris sur les libris naturales, sur la physique, commence dès les années 40. Et durant tout son enseignement, ce qui le préoccupe beaucoup, c'est la question de l'avéroïsme. Et ça a souvent été rapproché de la cause des condamnations de 1277. Mais c'est une préoccupation qui semble avoir occupé Bacon durant toute sa carrière à Paris.
Donc, les traductions qui le préoccupent, qui l'intéressent, je crois, sont celles du tout début du 13e siècle. Robert Grosstad, qui est probablement son maître, a traduit lui-même l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Ouais. OK. Merci. Alors, c'est une bonne fin à une très jolie séance. Alors, je vous remercie pour vos communications et je remercie l'audience pour nous prêter l'oreille et pour les questions très pertinentes et intelligentes. Alors, on va les donner un coup de main à nos présentants.